Tout d'abord, je vais peut-être revenir un peu sur la semaine de l'innovation. Donc, cette semaine de l'innovation se termine demain. Et donc, il y a eu, en dehors de cette conférence, 3 actions, enfin 2 groupes d'entrepreneurs qui sont accompagnés donc depuis lundi. Le premier a terminé ce matin et le deuxième termine demain matin. Je pense qu'il y en a qui sont aussi parmi l'assistante là, donc ils vont pouvoir témoigner tout à l'heure. Et il y a eu une après-midi aussi avec des étudiants de Master 1 Tourisme qui ont été aussi sensibilisés sur 3 heures, donc c'était très court pour eux. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on les a fait travailler sur des cas d'entreprise en fait réunionnaises. Donc Quafilm, qui est une plateforme de cinéma local de l'océan Indien, et un projet d'économie circulaire qui lui est autour de la collecte de déchets alimentaires dans les supermarchés et les restaurants, et qui est porté par une doctorante en fait c'est l'IAE, je crois, je sais plus, non, dans l'université de la Réunion en tout cas, Il Adèle. a les cheveux, il est 17h, non? Alors il y a encore un micro. Merci de couper vos micros. Donc la conférence arrive dans ce paysage-là. Donc quel est l'objectif pour moi, enfin comment on a articulé. Alors attendez, il faut que je maîtrise les écrans. Voilà, les objectifs qu'on s'est fixés avec Nexa pour cette conférence, c'est de faire le lien en fait entre l'économie circulaire, donc qui est un concept et des mots dont on parle beaucoup, et comme l'a dit Philippe Jean-Pierre au démarrage, le relier au modèle d'affaires, au business model. Donc on va faire ce lien entre les deux. Et puis c'est aussi l'objectif, c'est que ça ne soit pas une conférence où je vous délivre un savoir comme tel le grand sachant que je ne suis pas absolument pas. Et c'est plutôt aussi d'essayer d'avoir des temps d'échange. Et donc c'est pour ça que la conférence va alterner ces temps-là. Donc on va avoir un premier temps qui va quand même être descendant pour qu'on soit un peu d'accord sur des bases, sur ce qu'est l'économie circulaire, ce qu'est un business model, et on verra aussi un outil pour travailler le business model. Je vous donnerai aussi 1 ou 2 exemples qui me tiennent à cœur, je dois le dire, d'économie circulaire. Donc un exemple plutôt entreprise et un exemple de territoire. Donc je ne vous dis pas tout de suite lesquels. Et puis derrière, on fera un petit temps de questions-réponses, donc via le chat, mais on y reviendra sur la façon de faire. Enfin, il y aura le témoignage d'un des participants à la semaine de l'innovation. Et puis derrière, pour qu'on reparte chacun avec quelque chose, je vous ferai contribuer aussi. Donc c'est pareil, je ne vais pas vous le dévoiler tout de suite, mais pour que vous puissiez vous exprimer aussi sur ce que vous avez envie de faire sur ce thème-là. Et enfin, on conclura la session. Donc je vais commencer par poser un peu le cadre de ce qu'est de quoi on parle finalement quand on parle de business model, de modèle d'affaires. Que c'est un concept dont on entend beaucoup parler. Enfin, j'imagine que parmi les participants, il y a beaucoup de personnes qui sont soit entrepreneurs, soit liées au monde de l'entreprise. Et il me semble qu'il y a besoin aussi de clarifier. Donc le business model, finalement, qu'est-ce que c'est? Alors il y a plein de définitions. C'est un concept qui est à la fois ancien, parce que dès qu'on fait du commerce, on a un business model parfois sans le savoir. Mais c'est un concept qui s'est beaucoup développé en fait après disons dans les moments d'après-guerre, hein, et surtout après les 30 Glorieuses, au moment où ça commençait à être un peu plus tendu au niveau de la concurrence, et où il y avait besoin de réfléchir plus sur ces aspects de concurrence. Donc c'est les moments où la stratégie d'entreprise, la conception de business model s'est développée, et ça s'est encore plus développé en termes d'outils au moment du développement de l'Internet, donc à la fin des années 90, au début des années 2000, où finalement les entreprises du numérique avaient besoin d'outils pour tester leur business model. Donc quand on parle de numérique, on parle de start-up presque automatiquement, souvent ça va ensemble. Et une start-up, en quelque sorte, c'est une entreprise qui, au démarrage, dépense beaucoup d'argent et dont le business model n'est pas certain. Donc il y a une définition de la start-up qui dit que c'est une entreprise qui est justement à la recherche de son business model.
Du coup, tout ce milieu du numérique a eu besoin d'outils, et donc il y a un certain nombre d'outils qui se sont développés autour de ce concept. Et en particulier l'outil que je vais vous présenter là, mais qui reprend en fait les composantes du business model. Ce concept s'est développé là. Le concept, le lien entre innovation et business model, et l'économie circulaire, quelque part, c'est une façon d'innover, a généré beaucoup de littérature sur ce sujet. Donc, à la fois de la littérature dans les sciences de management, dans les sciences de l'économie, mais aussi de la littérature plus pratique pour les entrepreneurs. Donc avec un certain nombre de livres qui sont sortis et ça continue. Donc des définitions de business model, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Moi j'aime bien cette définition du business model. Donc le business model, il y a en gros 3 composantes. Donc là on parle d'une entreprise, mais je pense qu'on peut l'élargir à une association ou même une organisation publique. Une entreprise, dans le business model, donc il y a 3 composantes. Il y a la proposition de valeur. Que propose l'entreprise à ses clients? Qu'est-ce qu'elle vend en gros? Il y a l'architecture de valeur, c'est comment elle s'y prend. Et souvent, on occulte un peu cette partie, et c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que, en fonction des ressources de départ, de la capacité de l'entreprise et de ce qu'elle veut faire, la façon d'architecturer sa façon de faire est très importante. Et évidemment, derrière, il y a toujours la technique pour capter la valeur, donc c'est ce qu'on appelle le modèle de revenu, et pour la transformer en profit. L'idée étant que dans un business model, on a une partie revenu-coût qui s'équilibre au minimum selon le type de structure et idéalement qui génère plus de revenus que de coûts pour pouvoir réinvestir ou distribuer aux actionnaires. Donc il y a d'autres. Donc moi je mets cette définition en premier parce qu'elle me paraît assez simple et il y a à peu près tout. Il y a eu d'autres définitions derrière qui sont intéressantes aussi, surtout quand on parle d'économie circulaire et de territoire. Donc, c'est 3 composantes toujours. C'est la génération d'une valeur reconnue par des marchés. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas, s'il n'y a pas de marché, il y a pas le business model en tout cas n'existe pas. Il y a une rémunération de la valeur. Donc, la forme peut être différente. Et ce qui est intéressant dans cette définition-là, c'est la 3e partie, c'est le partage de la réussite avec l'ensemble des partenaires du projet. Et ça, je pense que dans la semaine aussi qu'on vient de passer, enfin qu'on termine demain, il y a une dernière partie qui est auprès des entrepreneurs de les sensibiliser aussi au fait, mais ils le savent déjà en général, que entreprendre c'est aussi une action collective, c'est-à-dire que quand on prend en charge une entreprise ou quand on entreprend, en fait les partenaires, ça peut être des clients, ça peut être des fournisseurs, ça peut être des partenaires qui sont associés à notre projet. Et cette partie est très importante, c'est-à-dire que la vie de l'entrepreneur, c'est aussi d'embarquer les parties prenantes dans son projet. Alors, il y a encore un micro, s'il vous plaît, merci. Et donc ça, c'était des définitions un peu francophones, et donc j'aime bien aussi celle-ci, qui vient du Wikipédia, mais je précise toujours anglophone, parce que vous irez voir celle du Wikipédia francophone, c'est pas du tout la même. Et donc, c'est très simple, c'est la logique globale par laquelle une organisation crée, délivre et capture la valeur. Donc là, c'est anglo-saxon, très simple, carré, on va droit au but. Donc en gros, si on résume, la définition du business model, c'est 3 parties. Donc c'est le quoi, qu'est-ce qu'on fait. Alors, au-dessus du quoi, il y a aussi le pourquoi, qui est aussi intéressant, c'est-à-dire pourquoi on le fait. Mais en gros, c'est le quoi, la proposition de valeur, qu'est-ce que je vends et à qui. Le comment je m'y prends, comment je m'organise, quelle est l'organisation que je mets en place, qu'est-ce que je fais moi-même, qu'est-ce que je sous-traite, quelles sont les ressources que je vais utiliser, salariés ou pas, quelles sont les ressources matérielles dont je vais avoir besoin, est-ce que j'ai besoin d'usines, est-ce que j'ai besoin de véhicules, de quoi j'ai besoin. Et enfin, l'équation de profit, donc qui est souvent celle qui intéresse les financiers et les comptables, mais qui est finalement qu'une partie qui découle des 2 autres. Mais en tout cas, c'est intéressant de s'y plonger, évidemment. Et donc, si je reviens sur cette notion de business model en tant que modèle, c'est vraiment une modélisation de l'activité, d'une activité. Et je pense qu'il faut bien avoir en tête cette idée-là aussi que c'est quelque chose qui permet de conceptualiser
de poser sur la table l'organisation de l'entreprise. Mais derrière, c'est aussi un concept, c'est-à-dire que c'est pour modéliser, en fait, on commence par conceptualiser. Et comme ça devient après quelque chose qui sert en fait aux entreprises à communiquer, par exemple, entre les associés, mais aussi potentiellement avec les salariés ou avec les partenaires. Et c'est aussi le point le plus important vis-à-vis des startups, c'est aussi une méthode ou des entreprises qui créent. C'est aussi une méthode pour innover, pour apporter de l'innovation. Donc, nous, chez Océan Bleu, on travaille beaucoup sur cet aspect-là de comment on utilise le business model pour innover et donc pour appuyer aussi porteurs de projets et entreprises. Donc, porteurs de projets, parce que quand ils sont en train de démarrer, ils ont besoin de poser les choses et de réfléchir et surtout de faire évoluer ce business model au démarrage. C'est-à-dire que ça dépend des activités, mais il y a beaucoup d'activités où on a besoin de poser tout ça sur la table et de réfléchir à comment on va s'y prendre. Et pour les entreprises installées, à ce moment-là, c'est plutôt sur un projet d'évolution et voir quel est notre modèle aujourd'hui. Et puis si par exemple, ce qui arrive assez souvent, c'est quand j'ai des concurrents qui arrivent sur mon marché, eh bien c'est pouvoir comment dire réagir à cette concurrence qui arrive ou réagir à ces crises pour développer de nouvelles activités. Et donc, la modélisation du business model fait partie des choses qu'on utilise pour accompagner ces transitions. Donc, on a parlé de langage. Donc, en l'occurrence, nous, ce qu'on utilise, c'est un langage visuel donc, qui est représenté ici. Donc, ça veut dire que notre façon de travailler chez Océan Bleu, et bon, on n'est pas les seuls à faire ça, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce modèle-là, c'est de faire poser les choses de façon assez visuelle et imagée. C'est-à-dire que une des difficultés aussi, c'est quand on raconte son projet, c'est de tracer ce qu'on raconte et de poser les choses, sur un support. Donc le langage sert à ça, ce langage visuel sert à ça, et c'est ce qu'on utilise dans nos accompagnements. Mais c'est aussi un process, c'est-à-dire que au-delà de l'outil et de la représentation, il y a une façon de l'utiliser pour faire avancer les personnes, les porteurs de projets, les entreprises, vers le projet qu'elles veulent mener, ou dans le projet qu'elles veulent mener. Et donc, voilà, bon, après, j'imagine que dans l'assistance, il y a des gens qui connaissent déjà ce modèle, mais je vais le repasser rapidement. Donc, le support, enfin, l'outil qu'on utilise est issu d'un livre qui a été écrit en 2012 par quelqu'un qui s'appelle Alexandre Osterwalder et Yves Pigneur. Et donc, ces personnes, même pour écrire leur bouquin, se sont appuyées sur un business model innovant, c'est-à-dire qu'elles ont fait un appel à contribution et elles l'ont auto-édité. Ça veut dire que, voilà, déjà, le business model de leur livre de business model était déjà un modèle en soi. Donc, comment ça fonctionne? Donc, rapidement, c'est basé sur une matrice, donc il y a 9 cases. Donc, la première case, c'est le marché. Donc, ça, c'est vraiment la partie assez classique qu'on apprend dans les écoles de commerce, de management. C'est qui est votre cible. Donc, définir votre cible ou vos cibles, parce qu'il arrive souvent, et on le verra aussi en particulier sur les modèles de l'économie circulaire, que le business model tient parce qu'il y a plusieurs cibles et donc plusieurs offres associées. Donc, on va essayer de définir là quels sont les différents segments et quel est le type de marché qu'on essaye de viser. En face de ces cibles, donc il va y avoir une proposition de valeur avec pour chaque cible peut-être une offre qui peut être différente. Et dans cette proposition de valeur, donc il y a deux morceaux. Il y a un morceau qui est le service de base rendu. Par exemple, si je suis chauffeur de taxi, par exemple, mon service de base rendu, c'est d'emmener mes clients d'un point A à un point B. Et je peux avoir des services complémentaires associés à cette proposition de valeur. Ce sont toutes les caractéristiques de cette offre, c'est-à-dire, par exemple, je conduis bien, ma voiture est propre, donc ça c'est un peu les minimums à avoir. Mais il peut y avoir des services supplémentaires du style le mode de réservation, le confort de la voiture, le fait que ça soit une voiture électrique, des services à bord, je sais pas, de l'alimentaire, etc., etc. Donc on va rajouter au service principal des critères quelque part de différenciation qui vont être aussi là pour améliorer le service rendu aux clients. Ensuite, pour délivrer cette offre à mes clients,
Selon les cas, ben, je peux m'appuyer sur différents canaux de distribution. Donc, on va commencer par les canaux de distribution. Donc là, on a un endroit où on va mettre canaux de distribution et de communication qui vont être mélangés. Donc là, il faut imaginer que les clients ne sont pas encore clients et c'est la façon dont je vais les atteindre pour qu'ils deviennent clients. Donc, si par exemple, je produis de l'agroalimentaire, donc je vais prendre des exemples du groupe de ce matin. Donc, il y a quelqu'un qui fait du chocolat. Donc là, j'étais très frustré d'être à distance. Donc lui, par exemple, il avait imaginé des canaux de distribution qui étaient les épiceries fines. Voilà, ça peut être vraiment des magasins. Comment je fais pour atteindre mes clients? C'est-à-dire si je essaie de les atteindre directement, ça peut être compliqué. Donc on peut avoir des canaux de distribution physiques ou des canaux de distribution virtuels. Et puis on peut avoir aussi des commerciaux selon les cas. Donc on va essayer de lister tout ce qu'on a dans ce domaine-là. Et les canaux de communication, c'est comment je fais pour démultiplier ma communication vis-à-vis de ces clients-là. Et donc, ça peut être du physique ou du numérique, c'est pareil, tout est possible et on essaie d'aller au mieux par rapport à notre cible. OK. Ensuite, la partie suivante, donc c'est une fois que mes clients sont là, comment je fais pour entretenir la relation avec eux? Donc, il y a plein de façons de faire. Et donc, on va essayer on dit toujours que un client acquis, en fait, on a intérêt à le garder parce que ça coûte beaucoup moins cher de le garder et il peut être rapidement perdu. Donc, c'est tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour garder cette relation client. Et donc, dedans, il peut y avoir des choses aussi qui génèrent des revenus, par exemple du service après-vente, des choses comme ça. Alors, associé à cette partie-là, évidemment, derrière, il y a une source de revenus. Il y a comment le client est prêt à payer mon offre. Et donc là, beaucoup de choses sont possibles et beaucoup d'innovation est possible aussi. Donc j'ai un petit tableau derrière de toutes les possibilités. Donc là, c'est assez exhaustif sur de la façon dont on peut générer des revenus. Donc en général, générer des revenus, ça repose sur un droit qu'on vend sur des ressources. Donc des ressources qui peuvent être financières, matérielles, immatérielles ou humaines. Bon, il y a des choses qui sont interdites, c'est de vendre des humains. Voilà. Je le dis au passage. Et après, il y a plein de façons de faire pour un même produit. Si je prends par exemple l'automobile, une automobile, je peux la vendre à mon client, je peux lui louer sur une longue durée ou je peux lui louer sur une durée moins importante. Je peux servir d'intermédiaire entre quelqu'un qui a la voiture et quelqu'un qui veut utiliser la voiture. C'est les modèles de type Drive. Donc là, on était sur la partie droite ici du business model Canva. Et on va passer sur la partie d'organisation de l'entreprise, donc ce qu'on appelait l'architecture de valeur tout à l'heure. Et à cet endroit-là, en fait, la première question qu'on va se poser, c'est pour livrer mon service au client, comment je m'y prends? Qu'est-ce que j'ai à faire? Donc si je reviens sur l'exemple du chocolat, si j'ai du chocolat, si je veux faire du chocolat, une des premières choses à faire, c'est d'acheter du chocolat, de trouver des fournisseurs. Et peut-être que moi, dans mon offre, j'ai décidé qui était un peu le cas de Richard ce matin, j'ai décidé d'avoir du chocolat d'une certaine catégorie. Donc, j'ai une activité approvisionnement achat qui va être très importante. Et puis après, je vais avoir une activité de séchage, de séchage stationnaire à la Réunion, mais plutôt de torréfaction. Et après, je vais avoir une activité de transformation, donc une activité de production. Et de l'autre côté, pour atteindre mes clients ici, je vais avoir des activités qui vont être liées à ces deux parties-là de canaux de distribution et de communication et de relations clients. Donc là, je décide simplement ce qui est nécessaire de faire. Et après, il y a un arbitrage. Donc ce que je vous décris, ça a l'air hyper logique et carré, mais en fait, en réalité, quand on discute, tout vient les uns après les autres. En tout cas, on essaye de le refaire comme ça. Et ensuite, il y a un arbitrage en fait entre deux parties. C'est soit pour une activité donnée, donc la case d'avant, je dis que c'est crucial que ça soit moi qui le fasse parce que c'est mon métier, parce que c'est pour ça que j'ai fait ça. Soit c'est quelque chose que déjà peut-être je sais pas faire, et donc à ce moment-là, je vais chercher des gens qui vont pouvoir le faire pour moi. Alors soit je sais pas faire, soit j'aimerais bien avoir la ressource en interne, mais j'ai pas les moyens de recruter la ressource pour l'instant, je vais essayer de trouver des partenaires qui vont le faire pour moi. Et donc si on revient entre ces trois cases, activité, ressources et partenariat, il y a une décision, il y a un arbitrage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule solution.
Et c'est pour ça aussi que ce monde-là est riche, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Et quand je parlais tout à l'heure au début de la posture d'entrepreneur où il s'agit d'embarquer des gens, ben, ces premiers partenaires, c'est important de les embarquer rapidement. D'accord? Et puis enfin, associé à cette architecture de valeur, eh bien, évidemment, il va y avoir des coûts, c'est-à-dire que chacune des ressources ici ou chacun des partenaires ici va générer des coûts et ces coûts, il faut les identifier. Et donc, quand on construit ce modèle, c'est important de faire tous les liens et de tout identifier. Le truc classique des porteurs de projets, par exemple, c'est que dans les coûts, souvent, quand ils font leur projet, il n'y a pas de salaire. C'est-à-dire qu'ils travaillent gratuitement. Donc, moi, je leur fais remarquer. Donc, on arrive à ce business model Canva qui est la version de Osterwalder et Pigneur, donc avec les 9 cases ici. Voilà. Un petit lien entre modèle d'affaires, business model et stratégie d'entreprise. Donc, en fait, on peut dire qu'il y a en gros 3 niveaux, c'est-à-dire que le niveau stratégique, il est un peu au-dessus de ce business model, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas forcément dans l'architecture, mais c'est vraiment en ce moment, on parle beaucoup avec la loi PAC de raison d'être des entreprises. Donc, la vision stratégique, c'est un peu la raison d'être de l'entreprise, c'est la vision long terme. Et le business model, c'est comment cette raison d'être se traduit dans les faits. Donc, souvent, il y a une raison d'être qui est affichée. Pour les entrepreneurs, on va dire les petits entrepreneurs qui démarrent, parfois il peut avoir une raison d'être qui correspond à quelque chose au départ, et puis après ils vont pivoter et faire autre chose. Et le business model, c'est comment on joue avec cette raison d'être pour arriver à configurer quelque chose qui fonctionne. Donc c'est vraiment du niveau de l'architecture de l'entreprise. Et puis après un moment, vous allez aller voir votre banquier. Lui, ce qu'il va vous demander, c'est pas ça, c'est des chiffres. Enfin, il va vous demander ça, de lui expliquer ce que vous allez faire, mais il va aussi vous demander des chiffres. Et donc là, on va être plus dans la justification des coûts qu'on a mis. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail et on va parler plutôt de business plan, donc plutôt au niveau de la réalisation de votre business model. Donc ça, c'est pour la vision vraiment un peu générale et générique de ce qu'est un modèle d'affaires, de ce qu'est un business model d'une entreprise. Et encore une fois, cet outil, nous, on l'utilise aussi pour des organisations qui ne sont pas des entreprises, donc des associations, voire des collectivités. Si on relie ça avec l'économie circulaire, donc il y a un premier stade qui est le business model relié au développement durable. L'idée, c'est comment, dans ce modèle d'affaires, on peut arriver à prendre en compte la dimension sociétale. Donc, une de nos raisons d'être, justement, chez Océan Bleu, donc nous sommes en coopérative basée à Toulouse, et une de nos raisons d'être de départ, enfin, en tout cas la constitution de la société, c'était aussi de faire le lien entre le monde de l'entreprise et ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, ou en tout cas les problématiques sociétales, et comment avoir des modèles un peu hybrides au niveau modèle économique, et comment faire de l'innovation qui ne soit pas seulement de l'innovation économique, mais aussi de l'innovation sociale et sociétale. Et donc, comment on fait pour prendre en compte cette dimension sociétale? Ça veut dire qu'au-delà du cercle économique, on va s'intéresser aussi à l'environnement et au social. Et donc là, on va être sur un modèle économique durable, finalement. Tout ce que je dis là, ça ne veut pas dire que les entreprises ne sont que dans un raisonnement économique. Une entreprise a évidemment, même si elle raisonne d'un point de vue économique, a un rôle social et environnemental. Et voilà, il y a plein d'entreprises qui le prennent en compte. En tout cas, si on regarde ce qui se passe là, ça veut dire que par rapport à notre modèle de départ, où on avait les 3 composantes, la proposition de valeur, mon offre, l'architecture de valeur, comment je m'organise, et l'équation de profit, est-ce que mes revenus sont supérieurs à mes coûts? On va rajouter une 4e dimension, qui est l'équation de profit sociétal, c'est-à-dire quels sont, donc en RSE, enfin en développement durable, on parle d'externalités négatives ou d'externalités positives. Mais finalement, cette case-là va représenter la balance entre ce que génère mon activité comme externalité positive, donc par exemple des bilans carbone. Donc je sais par exemple que à La Réunion, l'importation de marchandises génère des effets carbone. Voilà, donc on va réfléchir à notre activité de ce point de vue-là. Et en réfléchissant sur cette équation de profit sociétal,
ça va nous amener aussi à nous poser des questions sur comment on pourrait réduire ces externalités négatives et comment on pourrait améliorer les externalités positives. Donc sur le Canva, voilà simplement nous comment on l'a traduit. Donc ces deux cases, nous les avons ajoutées à notre Canva. Donc c'était assez simple, il y a juste une case sous la partie modèle de revenus et coûts qui va représenter cette équation de profit sociétal et on va essayer d'identifier quels sont les éléments qui génèrent en fait des coûts sociétaux, des bénéfices sociétaux. Donc cette vision sociétale, donc c'est social et environnemental, c'est-à-dire que quand on va y revenir tout à l'heure dans la partie sur l'économie circulaire, mais quand on va parler de social, c'est est-ce qu'on s'approvisionne sur des produits qui sont fabriqués dans des pays à bas coûts sociaux ou à normes sociales très basses, ou alors qui épuisent la ressource dans ce pays-là, par exemple. Donc c'est ce type de questions qu'on va essayer de se poser sur cette dernière case-là. Donc voilà comment ça s'intègre dans le Canva. Donc en résumé, voilà les éléments qu'on va trouver donc dans le business model Canva. Donc nous, on va l'utiliser avec les porteurs de projets ou avec les entreprises pour poser déjà là où elles en sont pour les entreprises existantes. Et après, le travail se fait en fait en faisant évoluer, réfléchir les groupes ou les entrepreneurs seuls ou avec des associés sur le futur projet. Donc voilà les trois composantes, proposition de valeur, architecture de valeur, équation de profit et équation de profit sociétal. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe d'abord sur la partie économie circulaire et après, avant que je présente les exemples, on fera peut-être un petit point de questions-réponses. Donc là, j'ai plus du tout c'est OK pour tout le monde. OK, donc pour la suite, la deuxième partie, donc là c'était la première partie pour qu'on se mette bien d'accord sur, enfin, en tout cas ce que moi je vois derrière le business model. Et la deuxième partie concerne donc plus particulièrement l'économie circulaire. Donc là c'est pareil, c'est un peu pour poser des bases et il y aura quelques liens qui vont commencer à se faire avec des modèles économiques, comment ça peut être pris en compte dans les modèles économiques des entreprises. Donc l'économie circulaire, donc je vous refais un petit historique, mais je vous rassure, ça ne va pas être très très long, c'est juste pour voir un peu d'où ça vient et voir surtout que ça vient de assez loin finalement. Donc les gens qui sont familiers avec l'économie circulaire ont souvent entendu parler du rapport du Club de Rome ou du rapport Meadows. Et ce rapport en fait avait été rédigé par des chercheurs par rapport aux inquiétudes qui existaient déjà sur la consommation des ressources naturelles. Et donc, il commençait à faire des préconisations. En tout cas, il attirait l'attention déjà sur les limites de la croissance économique. Donc, depuis ça, il y a eu la création du GIEC en 88, le premier rapport du GIEC en 90, le sommet de la Terre à Rio en 92. On pourrait rajouter les COP 1, 2 jusqu'à 20, je ne sais plus où on en est, 23 ou 24, avec une prise de conscience mais qui met un peu de temps à se traduire dans la réalité. Mais en tout cas, il y a quand même une prise de conscience qui est là et qui a mené à cette notion d'économie circulaire. Donc, on parle d'économie circulaire. Pourquoi? Parce que quand on parle de ressources, c'est par opposition à l'économie linéaire, qui est notre économie actuelle. Et donc, quand on prend conscience des limites de la croissance, ça veut dire qu'on est aussi confronté à des ressources naturelles qui se raréfient, aux problèmes de pollution, à la gestion des déchets dont parlait Philippe au début, et à ce genre de problématiques. Et avec des impacts non négligeables. Et puis, parallèlement à ça, on a aussi un problème qui vient en face. Donc, je ne veux pas brosser un tableau trop noir, mais il y a quand même un problème aussi de démographie qui fait qu'il y a de plus en plus de gens sur Terre et que quand les deux se croisent, ça devient un peu complexe. Donc, notre économie jusque-là était un peu dans ce modèle linéaire, c'est-à-dire en gros, je fais de l'extraction de ressources naturelles, je fabrique,
le consommateur consomme. Oui, allô, allô, allô. Et puis, en fin de vie, en général, le produit est jeté. Donc, c'est vraiment le modèle vraiment basique de l'économie. Alors, c'est pas comme ça pour tous les produits, mais il y a quand même beaucoup de choses où ça se passe un peu comme ça. Et souvent, on s'intéresse au sujet au moment où on va jeter. Et donc, c'est un peu tard. Le concept d'économie circulaire, il y a plusieurs il y a plein de vocabulaire en fait. Là, j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a plein derrière qui abordent ce sujet par différents angles. Et en tout cas, ce qui est commun à tous ces sujets, c'est le concept c'est en tout cas l'émergence d'un nouveau modèle économique. Donc les mots, on peut parler de développement durable, zéro déchet, écologie industrielle, éco-conception, recyclage, remploi, on en verra d'autres tout à l'heure. En tout cas, ce qu'ils ont en commun, c'est de dire le modèle économique global de la société et pas seulement des entreprises n'est pas viable à long terme et il faut faire quelque chose. Et une fois qu'on a dit ça, c'est le début du questionnement. En tout cas, le modèle économique, il est global, oui, mais moi, l'angle que j'ai choisi aujourd'hui, c'est d'aborder plutôt sur le modèle économique des entreprises. Qu'est-ce que peuvent faire les entreprises, les organisations et les citoyens dans ce mouvement-là? Donc, 3 principes autour de l'économie circulaire. Donc, la Fondation Ellen MacArthur est un des acteurs qui s'intéresse beaucoup à ce sujet. Donc, Ellen MacArthur, c'est une navigatrice qui a créé sa fondation autour de ce sujet-là. Et donc, son optique, c'est préserver et développer le capital naturel. Donc ça, c'est vraiment l'aspect ressources. Donc, je pense que vous avez tous entendu parler du jour où on a consommé toutes les ressources de l'année. Donc voilà, c'est préserver et développer ce capital. Optimiser l'exploitation des ressources et créer les conditions propices au développement d'un système plus vertueux. Donc, dans les principes, c'est réduire, réutiliser, recycler. Donc, finalement, c'est arriver à un peu plus de sobriété. Et ça passe aussi par revoir aussi la façon dont on conçoit les produits, parce qu'effectivement, il y a plein de produits aujourd'hui qui sont pas du tout dans cette optique-là. Et donc, c'est très compliqué à chaque moment de respecter ces 3 principes. Donc, après, ce qu'on a utilisé, et c'est un modèle, encore une fois, donc il y a un modèle qui est défini par l'ADEME, qui définit l'économie circulaire de cette façon. Donc, c'est un système économique global d'échange et de production qui est à tous les stades du cycle de vie des produits. Et ça, c'est intéressant de réfléchir aussi à tous les stades. Ça veut dire qu'il y a aussi la partie service qu'il faut considérer, vise à augmenter l'efficacité d'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement, tout en développant le bien-être des individus. Donc voilà, c'est ces 3 composantes. Et donc, on retrouve 3 parties où on peut agir. Il y a une partie qui est, en gros, l'industrie, les entreprises, production et offre de biens et services. Il y a une partie qui est chez le consommateur, mode de consommation, et aussi chez les entreprises d'ailleurs, mode de consommation, demande et comportement. Et il y a une partie qui est sur l'aval, c'est-à-dire une fois qu'on a fait, même si on a fait tout ça, il reste toujours ce qu'on appelle des déchets. Alors en économie circulaire, en fait, il n'y a pas de déchets, parce qu'un déchet pour une activité est une ressource pour une autre. Donc on essaye toujours de raisonner sous cet angle-là. Et le modèle de l'ADEME donc reprend ces 3 domaines ici et donc définit des piliers d'action en fait autour de ces 3 domaines. Donc sur l'offre, la première chose, c'est de réfléchir sur l'extraction et l'exploitation, c'est-à-dire comment je peux, par exemple, utiliser des ressources qui ont déjà été utilisées, comment je peux changer de matière première, parce que cette matière première-là, son exploitation est complexe et très polluante ou se passe dans des conditions sociales pas très bonnes. Ensuite, il y a la partie au niveau des entreprises elles-mêmes, écologie industrielle et territoriale. Pardon, excusez-moi. Il y a la partie éco-conception. Je me laisse perturber par les fenêtres. Désolé.
Donc, il y a la partie éco-conception. Donc là, on est plutôt sur le produit, sur comment je réfléchis à la conception de mon produit et de mes procédés pour que justement, il soit respectueux de l'environnement, qu'il soit plus maintenable, etc. Enfin, on va rentrer un peu dans le détail derrière. Toujours sur ce pilier d'offre des acteurs économiques, il y a une partie qui est très intéressante et qui peut être plus complexe à mettre en œuvre, c'est ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale. Donc, on y reviendra aussi, mais c'est comment je crée un réseau d'acteurs localement pour mutualiser des services ou pour faire en sorte justement que les déchets d'une activité deviennent les ressources pour une autre. Et enfin, il y a la réflexion sur l'offre, sur l'économie de la fonctionnalité. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé grâce au numérique. Donc là, par exemple, on a pas mal d'endroits où plutôt que d'acheter un produit, on peut offrir des services où on va utiliser le produit le temps nécessaire. Donc ça, c'est sur le volet un peu de l'industrie et de l'activité des acteurs économiques. Le deuxième volet, c'est sur le comportement des consommateurs. Donc la première partie, c'est avoir un comportement de consommation responsable. Donc ça, derrière, on peut y mettre plein de choses différentes. C'est réfléchir avant d'acheter, acheter différemment, travailler sur la consommation collaborative, travailler sur l'utilisation des produits. Il y a allonger la durée d'usage aussi, donc ça c'est relié un peu à l'éco-conception, c'est-à-dire que si on n'a pas d'éco-conception, allonger la durée d'usage, ça peut être complexe, mais en tout cas, c'est pouvoir réemployer des produits. Donc par exemple, si moi j'aime les smartphones et j'aime en changer tous les ans, ben, faire en sorte que, ok, pourquoi pas, même si du côté consommation responsable, c'est pas super, mais je peux me dire que quelqu'un peut le réutiliser au bout de ma première année d'achat. Donc ça, c'est du réemploi, c'est des choses assez basiques. Mais c'est aussi réfléchir à la réparation et aussi à la réutilisation des composants. Donc avoir une façon de déconstruire en fait tous les objets que nous utilisons pour pouvoir les réutiliser leurs composants. Et enfin, la dernière étape, donc c'est celle qu'on voit souvent, qui est souvent visible dans l'économie circulaire, mais c'est vraiment la dernière étape, c'est quand on n'a pas réussi tout le reste. Et enfin, c'est pas qu'on n'a pas réussi, c'est qu'au final, il reste toujours quelque chose, donc des déchets matières avec des ressources minérales ou organiques. Et donc, c'est comment on peut arriver à recycler ces parties-là. Donc, derrière ces 7 piliers, il y a aussi des opportunités qui vont avec. Et c'est ça qui nous intéresse finalement, c'est comment à partir de ces concepts d'économie circulaire, je peux trouver des opportunités pour le business model d'une entreprise standard. Donc, si on revient sur les 7 piliers, donc si je pars sur l'éco-conception, donc c'est l'éco-conception, c'est après voilà, il y a des gens qui sont spécialisés dans ces sujets-là, donc des consultants. Donc je crois qu'il y a d'ailleurs une opération avec Nexa bientôt sur ce sujet-là. C'est comment je peux arriver à designer mon produit de façon à réduire ses effets négatifs sur l'environnement. Donc ça va prendre en compte le fait d'utiliser des matériaux, par exemple, qui eux-mêmes sont recyclables, le fait de rendre les matériels réparables si c'est du matériel. Voilà, tout un ensemble de questionnements qui vont permettre de raisonner différemment. Donc, en termes de business model, je dirais que ça génère finalement des opportunités parce que peut-être pas auprès de toutes les cibles de consommateurs, par exemple, mais je pense que c'est intéressant pour les consommateurs aussi de se poser la question de si j'achète un vêtement ou un objet ménager ou n'importe quel objet et qu'il est réparable ou en tout cas que sa durée de vie est plus longue, qu'il est mieux conçu et qu'il est réparable, c'est plus intéressant pour moi et je peux aussi communiquer là-dessus. Donc en termes d'opportunités, moi ce que je vois c'est ces quatre choses-là. Donc c'est une meilleure image de la marque auprès des consommateurs, des utilisateurs. C'est aussi un peu un challenge, c'est-à-dire qu'on va s'obliger à innover quelque part, c'est-à-dire que ça va générer pas mal d'innovations. Ça va générer un effet prix aussi, parce que si l'éco-conçu, l'objet va peut-être durer plus longtemps, et donc on pourra peut-être le vendre plus cher avec des arguments de vente intéressants. Il est réparable. Et puis, on va pouvoir apporter des services complémentaires sur le SAV. Donc, en termes de business model, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc là, je vous ai mis un petit exemple qui est Keep. Donc, comme son nom l'indique en anglais dans le texte, c'est une entreprise qui cherche à
à développer des, des objets électroménagers, en fait, sur ce modèle durable, c'est-à-dire réparable et durable. Donc ça, c'était le premier pilier. Et en amont de tout ça, donc une fois qu'on a éco-conçu son produit, il y a aussi la façon de s'approvisionner. C'est-à-dire, et là, je vais réfléchir à comment enfin, de quoi j'ai besoin pour mon activité, c'est-à-dire dans ma chaîne de valeur, j'utilise des matières si je fabrique un produit, si je suis une industrie, et je vais réfléchir à comment ces produits sont approvisionnés, c'est-à-dire comment les ressources qui me sont nécessaires sont extraites. Est-ce que socialement c'est acceptable? Est-ce que environnementalement c'est acceptable? Voilà, donc je vais réfléchir de ce point de vue-là, et je vais réfléchir sur plusieurs champs. Je vais réfléchir sur la matière, biologique et technique, sur l'énergie, mais aussi sur le social. Et ça, je pense que c'est un point qui est important aussi à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'industries où cette réflexion sur le social n'est pas du tout prise en compte. Et donc, c'est important aussi de réfléchir à ça. Donc là, comme exemple, je vous ai mis 1083. Donc 1083, c'est une marque de jeans. Et donc la marque vient du fait que leur engagement, c'est donc c'est jeans et vêtements, mais ils sont partis du jean. Leur engagement, c'est que sur un jean fabriqué, en fait, les matières, enfin les composants du jean sont produits à moins de 1083 km du lieu d'assemblage. Donc voilà, c'est un engagement, c'est très emblématique. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme aussi pour vendre son projet. Et en tout cas, c'est quelque chose qui du coup prend en compte ça. On peut pas. Enfin, après, voilà, quand on s'engage là-dedans, il faut aller jusqu'au bout. Et donc c'est ce qu'essaye de faire cette entreprise. Donc les opportunités en termes de business model, bah, c'est l'image consommateur-utilisateur, une image de prix. Dans ce secteur du textile, c'est intéressant aussi parce que c'est un mouvement qui est en train de se produire. J'ai un autre exemple tout à l'heure. Et du coup, euh, comment dire, ça fait que il y a des arguments aussi auprès des consommateurs qui commencent à prendre forme, c'est-à-dire que l'image du textile qui crée sa collection d'automne, enfin d'hiver au mois de février, d'hiver suivant au mois de février pour se faire livrer par cargo et pour récupérer des choses qui viennent de pays asiatiques 6 mois plus tard. En fait, ça c'est quelque chose que les gens commencent enfin, en tout cas une catégorie de personnes commence à réfléchir. Et donc c'est intéressant aussi parce que il y a un argument de qualité derrière qui permet aussi de faire monter les prix. Et il y a aussi une opportunité en termes de coûts quelque part parce que le modèle économique lui-même, le modèle financier n'est pas forcément moins rentable. Donc c'est ça qui est intéressant aussi à voir. Quand on parle d'écologie industrielle et territoriale, donc c'est le pilier suivant. Donc à ce niveau-là, finalement, on parle aussi parfois d'un mode d'organisation de symbiose industrielle. Donc ça, il y a quelques, il y a eu il y a plein d'exemples en fait partout dans des zones d'activité, dans des choses comme ça qui ont été créées pour ça, souvent de façon collective, soit sur initiative des pouvoirs publics, soit sur initiative d'un collectif d'entreprises qui sont logées au même endroit. Et l'idée, c'est comment je peux augmenter les échanges interentreprises. Donc ça, c'est l'idée que quand je suis dans une même zone d'activité ou dans une même petite ville, je peux par exemple utiliser la chaleur produite par une industrie pour chauffer du tertiaire. Je peux utiliser, je sais pas, les copeaux de bois produits par une menuiserie pour fabriquer d'autres produits, donc de l'aggloméré ou des choses comme ça, si elle n'en fait pas. Voilà, donc je réfléchis en termes de utilisation des sous-produits ou des déchets, entre guillemets, d'une des entreprises pour les autres. Mais derrière, il y a aussi la mutualisation de besoins ou de services. C'est-à-dire que peut-être j'ai des besoins en énergie qui sont communs, que je peux mutualiser. Je peux peut-être produire cette énergie sur les toits d'une des entreprises et la distribuer aux autres. Je peux peut-être mettre en commun la capacité d'investissement de toutes les entreprises pour produire une centrale photovoltaïque commune. Voilà, donc c'est cette idée de travailler sur ces sujets-là.
Donc là, je vous ai mis deux exemples. Donc, je vais commencer par celui-ci. Donc, on reste dans le jean. Donc, c'est tufferie. Alors, j'ai déjà dit dans les groupes que j'ai tendance à être un peu localiste. Donc, ces exemples sont beaucoup basés dans le sud-ouest. J'en suis désolé. J'en connais moins à La Réunion, donc c'est plus compliqué pour moi de travailler là-dessus. Donc, Tuffery, c'est un fabricant de jeans qui est un fabricant de jeans historique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le jean, et même plus historique, enfin, en tout cas, c'est leur discours, c'est que le jean est fait à base de toile de Nîmes. Et de Nîmes, nous, on le voit en un seul mot. À la base, c'est une toile qui vient de la ville de Nîmes. Et donc, Tuffery est situé en Lozère. Donc, ils fabriquent des jeans depuis très longtemps. Bon, après, il y a eu des hauts, des bas. Je pense qu'ils ont eu une petite crise dans les années 80 et 2000. Et donc là, la dernière génération, en fait, a essayé de rentrer dans une démarche, du coup, plus écologique, donc qui peut ressembler à celle de 1089. La différence, c'est que là, c'est vraiment un fabricant historique. Et donc, en se disant, OK, on fabrique du jean, mais c'est à base de coton. Le coton, ça vient, on n'en produit pas, en tout cas en métropole. Bon, à La Réunion, je sais pas si c'est assez plat, enfin, je sais pas s'il y a les conditions pour produire du coton, mais en tout cas, en métropole, il n'y en a pas. Et donc, il a réfléchi à son approvisionnement coton. Donc ça, c'était le point de départ. Mais ce qui est intéressant sur l'écologie industrielle et territoriale, c'est qu'il est allé plus loin en se demandant, ben, tiens, est-ce que je pourrais pas faire avec autre chose que du coton? Donc il a commencé par faire avec du coton recyclé, donc c'était déjà plus local, donc et en essayant de créer une filière autour de lui. Et après, il a réfléchi à d'autres matières, donc en l'occurrence le chanvre et la laine. Et cet aspect écologie industrielle, c'est ben, moi je suis l'industriel qui fabrique et je vais pousser des agriculteurs autour de moi à cultiver du chanvre, ou je vais essayer de relancer la filière de laine, par exemple, qui est dans le Tarn, donc c'est pas très loin, pour pouvoir avoir de la matière première pour mon entreprise. C'est à l'échelle d'un territoire un peu plus grand, mais c'est intéressant de se poser cette question là-dessus. Et l'autre exemple, donc je vais le développer un petit peu plus tout à l'heure, mais c'est un exemple qui est un peu à l'envers, c'est-à-dire c'est dans un village de l'Aveyron qui s'appelle le Jardin d'Arvieux. Donc Arvieux, c'est un petit village, c'est une commune de 800 habitants en Aveyron, donc toujours dans le sud-ouest. Et là, c'est un peu à l'envers. Donc je vous raconterai l'histoire tout à l'heure, mais c'est de l'écologie industrielle en fait dans un territoire rural. En fait, on fait revenir les personnes et les activités. J'ai trouvé ça intéressant de ne pas être toujours dans l'industrie. Et oui, juste un point, c'est que quand on parle de ça dans les contenus qui parlent d'économie circulaire, on parle souvent du parc de Kalundborg au Danemark. Et bon, c'est très bien ce qu'ils font, donc c'est à une échelle un peu plus grande. Et ce dont il faut se rendre compte quand on crée ce genre de choses, c'est que c'est quelque chose qui est du long terme. Donc le parc de Kalundborg, ils travaillent ensemble depuis 1970. Donc on parle aussi dans ce cas-là de symbiose industrielle. Donc la symbiose, hein, c'est vraiment le travail en commun. Donc c'est ce qui se passe normalement dans la nature tout le temps. Donc c'est l'économie circulaire à la base, c'est reproduire ce qui se passe dans la nature. Et on parle de deux types de synergie. Donc la synergie, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est juste pour vous donner quelques petites définitions. La synergie de mutualisation, donc je mets en commun des biens, des ressources ou des services. Et la synergie, donc ça peut être dans l'optique aussi de diminuer mes impacts. Et de la synergie de substitution, donc là je fais de l'échange de matériaux ou d'énergie, et les externalités de l'un deviennent les intrants de l'autre. Pilier suivant, c'est l'économie de la fonctionnalité. Donc là, c'est l'idée que il y a un exemple d'objet qui est bon, c'est un peu bateau, tout le monde utilise, mais je résiste pas. C'est la perceuse. Donc moi, par exemple, je dois avoir 2 perceuses dans mon garage. Le temps d'utilisation d'une perceuse chez un particulier, c'est de l'ordre de 15 à 20 minutes sur toute sa vie. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu dommage? Donc l'économie de la fonctionnalité, c'est plutôt que d'acheter la perceuse, je vais acheter la capacité à faire le trou quand j'en ai besoin. Bon, alors parfois, le trou, on a besoin de le faire à un moment où on n'a pas accès à une perceuse, donc c'est très compliqué pour l'exemple de la perceuse. Mais en tout cas, il y a plein de modèles économiques qui se sont basés autour de ça. Et je pense que c'est intéressant aussi de le réfléchir dans chacune de vos activités à comment vous pouvez, de votre côté, intégrer ça dans votre business model.
En exemple, j'ai mis des exemples, des gros exemples et des petits exemples. Voilà, euh, donc il y a l'économie de la fonctionnalité un peu récente, on va dire, type Drivey. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît Drivey. En tout cas, Drivey, le principe, c'est de la mise en relation en fait entre la personne qui possède une voiture et la personne qui a besoin d'une voiture. Donc c'est une plateforme de mise en lien qui permet à celui qui a une voiture de pouvoir la louer à celui qui n'en possède pas pour faire un trajet. Et l'intérêt de ce type de plateforme, c'est toujours le même, c'est que pour rendre le service correctement, il y a plein de problématiques à gérer. Donc là, on rentre dans les services, la valorisation des services rendus. Donc certes, il y a une commission, mais il y a aussi de la sécurisation, c'est-à-dire que les personnes achètent dans cette mise en relation. C'est aussi le fait d'être sûr pour le locataire que la voiture qu'il va avoir en bon état est en bon état, et pour le propriétaire qu'il ne va pas retrouver sa voiture abîmée, et qu'en tout cas il est assuré pour ça. Et donc, par exemple, ce type de modèle a généré d'autres modèles. Enfin, c'est ça aussi que je trouve intéressant dans l'innovation de modèles économiques, c'est que le modèle de Drivey en fait a généré des sociétés qui en fait achètent des voitures et les mettent en location sur Drivey. Donc, ça devient des professionnels de la location sur Drivey. Donc, c'est des sous-modèles de ça. Voilà. Toujours dans le domaine de l'automobile, donc il y a le réseau Cities. Donc ça, c'est un système d'autopartage donc qui existe en métropole. Donc en général, c'est vraiment des entités indépendantes qui sont dans pas mal de villes en France, excepté Paris, je crois, et dont le principe, c'est vraiment le principe de l'autopartage, c'est-à-dire je m'abonne et une fois que je suis abonné, en fait, j'ai accès à une voiture pour 1 heure, 2 heures, une journée, 2 jours, et je paye au kilomètre parcouru. Donc ça, c'est des exemples récents liés au numérique, mais il y a des exemples plus anciens. Un des premiers à avoir fait de l'économie de la fonctionnalité, c'est Xerox, quand il s'est mis plutôt que de vendre des photocopieuses, à vendre de la page imprimée. Et donc ça veut dire que son modèle économique, là, change du tout au tout, parce qu'il passe vraiment d'une économie de produits à une économie de services. Et ça a vraiment un grand succès, parce que c'est ce qu'on cherche en tant qu'entreprise, c'est que l'imprimante et la photocopieuse ne tombent pas en panne. Enfin, c'est toujours la catastrophe quand la photocopieuse tombe en panne. Peut-être un peu moins maintenant, mais n'empêche que. Et un exemple qui est maintenant assez ancien, mais qui est intéressant aussi dans le pivot que ça fait faire au modèle économique, c'est Michelin. Donc Michelin, eux, leur modèle, c'est plutôt que de vendre du pneu aux flottes surtout de transporteurs, donc de camions, je vends du kilomètre parcouru. Donc, du point de vue de l'utilisateur, ça n'a l'air de rien, mais c'est très intéressant parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que mon pneu il dure le plus longtemps possible. Mais du point de vue de Michelin, son modèle économique par rapport à ça est complètement renversé. L'intérêt de Michelin, s'il vend du pneu, c'est que le pneu s'use le plus vite possible. Bon, il va pas dire comme ça, parce que en fait, il raisonne pas comme ça. Mais en tout cas, si son pneu dure longtemps et qu'on le paye cher, il faut que ça soit justifié. L'intérêt de Michelin, s'il vend du kilomètre parcouru, c'est par exemple que les transporteurs ne roulent pas à une pression trop basse, qui roulent à la bonne pression, que les chauffeurs conduisent mieux. Voilà, donc il y a tout un ensemble de services en fait qui va se développer autour de cette notion d'économie de la fonctionnalité. Et surtout, c'est aussi une façon de capter votre client et d'avoir un revenu pérenne et de créer une relation complètement différente. C'est-à-dire que là, si j'ai vendu du kilomètre parcouru avec une flotte de camions, ben, quand le pneu du camion X sera usé, ils n'iront pas chez le concurrent. Même chose avec le Xerox. Il y a un coût de changement, en fait, dans ces cas-là, de coût de changement de fournisseur qui est élevé. Sur la consommation responsable, donc là, on parle plutôt du côté consommateur, donc on est dans le pilier de l'économie, dans la partie on rentre vraiment dans la partie du consommateur. Et donc là, c'est comment les consommateurs commencent à prendre en compte dans leur choix d'achat tous les impacts environnementaux et sociaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit. Et donc après, quand je décris toutes ces choses, il y a des choses qui se recoupent et c'est normal. Enfin, c'est-à-dire c'est un angle d'attaque, mais il y a des choses qui se recoupent et on pourrait mettre certains des cas que je cite dans différents endroits. Donc pour ça, je vais continuer un peu dans
dans le chauvinisme avec le drive tout nu. Donc on voit pas bien le logo là, mais c'est le drive tout nu. Et donc le drive tout nu, en fait, leur activité, c'est de faire de vendre de l'épicerie en vrac, donc du vrac pour le consommateur final, mais en modèle drive. Donc on connaît déjà les épiceries en vrac, donc ils vendent en vrac, donc, par exemple du riz, des céréales, des choses comme ça. Eux, leur modèle, c'est de vendre du local en vrac, mais sous forme de drive. Et le point de départ en fait de cette activité-là, c'est le constat en fait que souvent les gens dans les métropoles, donc là, en l'occurrence c'est à Toulouse, les gens en métropole en fait habitent loin de leur travail, et donc vont au travail en voiture, et donc le modèle drive, c'est quelque chose qui correspond bien à leur habitude de vie, parce que les épiceries souvent sont dans le centre-ville où ils n'ont pas accès dans la journée. Donc là, je commande pendant la journée et je passe récupérer mon drive à la fin. Donc après, modèle plus ancien, c'est les magasins Biocoop, donc qui sont sur cette idée de consommation responsable. Et on pourrait en rajouter, on pourrait ajouter tout ce qui est sur les vêtements, par exemple, je vois les générations, donc un peu après la mienne, commencent à consommer, par exemple, des vêtements d'occasion, chose qui pour nous, consommer des vêtements d'occasion, c'est un peu bizarre encore. Donc, exemple aussi de business model créé complètement autour de cette consommation responsable. Donc, c'est le label Long Time. Et donc, parce que effectivement, qui est compliqué parfois pour le consommateur sur ce côté consommation responsable, c'est comment je m'assure que ce que je vais consommer est bien dans cette optique de la consommation responsable. Donc, au Long Time, ce qu'ils ont fait, eux, c'est de créer un label, en fait, pour certifier les produits. Donc, ça veut dire qu'on va certifier. Et donc, eux, c'est vraiment sur la partie produit plutôt industriel, électroménager qui démarre. Mais après, je pense que ça peut aller plus loin. Et donc, l'idée, c'est de faire un audit, en fait, de ces produits pour leur donner, en fait, donner au consommateur l'assurance qu'il a bien été développé dans ce contexte-là. Allongement de la durée d'usage, donc là c'est pareil, il y a plein de choses à faire. Donc les opportunités, c'est des opportunités de service, de formation, du marché de l'occasion. Donc là, dans les exemples que je cite, donc il y a Envie, donc sur l'électroménager. Et il y a aussi Recycle-Livre aussi, c'est intéressant aussi, ça, parce que c'est vraiment un produit, le livre, c'est un produit qui peut avoir une durée de vie très longue. Et parfois, on a notre tiroir encombré de livres. Donc, Recycle-Livre, leur idée, c'est de récupérer ces livres, de les remettre en circulation. Et si vraiment ils ne sont pas utilisables, on les met, à ce moment-là, on les met au pinot, mais c'est vraiment la dernière étape. Donc, on peut vraiment augmenter leur durée d'achat. Il y a plein de personnes qui consomment ces objets-là. Merci René, j'y reviendrai aussi tout à l'heure dans l'exemple. Donc, eux, ils font de l'ameublement en fait d'entreprises ou de logements avec du mobilier recyclé. Et enfin, la dernière étape, c'est quand on arrive au bout de cette idée, enfin de ce cycle, ben au final, il y a des déchets qui peuvent être valorisés. Donc là, c'est la valorisation de papier, par exemple avec Green Bureau, la valorisation des déchets alimentaires avec Phoenix. Donc là, on avait un projet qui est lié à Phoenix à La Réunion dans les entreprises. Donc Phoenix, en fait, c'est une application qui permet de mettre en relation les supermarchés qui veulent se séparer d'invendus en fait qui arrivent à date de péremption, par exemple, qui pourront pas vendre dans les 3 jours, et les bénéficiaires qui ont besoin de ces produits-là. Et Titan Gricube, donc j'ai quand même trouvé un petit exemple réunionnais là sur le textile. Donc eux ils récupèrent du textile et ils en refont quelque chose. Donc là c'est vraiment de la revalorisation. Sur les tissus, il y a des choses à faire. Donc on avait aussi des projets là dans les groupes d'entreprises qui étaient qui avaient ce volet-là sur la partie tissu.
Donc voilà pour résumer les piliers. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, on peut prendre par un côté, mais finalement, tout se relie un peu. C'est-à-dire que quand on commence à réfléchir soit à son modèle économique actuel, soit à une nouvelle activité sous cet angle-là, au final, tous ces volets peuvent se rejoindre. C'est-à-dire que l'éco-conception, c'est un point de départ, mais c'est pas toujours la chose la plus facile à faire si vous avez déjà des produits. Et donc, ce qui veut dire que du coup, peut-être vous allez démarrer par des choses peut-être autour de l'écologie industrielle. Enfin, alors, industrielle, c'est un bien grand mot, mais ça peut être l'écologie avec les personnes qui sont autour de vous ou votre réseau pour peut-être partager, mutualiser des ressources. Donc, et ça, c'est vrai pour n'importe quelle taille d'entreprise, c'est-à-dire peut-être un porteur de projet, il va démarrer dans son idée, l'idée d'avoir par exemple un camion pour faire la livraison. Peut-être que ces choses-là, c'est très facile à mutualiser, quoi. Donc, c'est des éléments de réflexion qui peuvent très facilement faire évoluer des projets et donc avec des avantages environnementaux, sociaux, mais aussi parfois de coûts. Donc ça veut dire que tout ça, c'est un tout cohérent. Voilà. Donc je vais peut-être poursuivre avec mes deux exemples. J'en ai à peu près pour une dizaine de minutes sur chaque, peut-être un peu moins. J'essaie d'aller assez vite, hein, pour relier tous ces éléments avec deux exemples que je vais vous proposer sur... alors le premier, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'est Merci René. Donc je vais juste vous faire vous partager une petite vidéo. Normalement, il n'y a pas besoin du son. Je sais que le son sur Zoom, c'est compliqué. Alors, vous allez la voir, c'est pas le sujet. Donc, un petit... Alors, voilà. C'est mon inconnu. Si ça allait se partager par Zoom, ben, j'ai la réponse. J'ai coupé le son pour éviter. Voilà, ça démarre. Euh, alors, attendez. Donc, je reviens sur mon écran. Donc, je ne sais pas ce que vous avez compris dans la vidéo et c'est un peu compliqué d'avoir un échange avec tout le monde. En tout cas, merci René. Son métier, donc c'est une entreprise qui vient d'être créée, donc c'est quelqu'un qu'on connaît hein, à Toulouse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir donc lui, son positionnement, c'est vraiment de partir de cette problématique du recyclage et du réemploi, et c'est comment pouvoir utiliser tout le mobilier en fait qui est jeté. Donc au départ, il était parti plutôt du mobilier d'entreprise. Là, je crois qu'il a un peu pivoté parce que c'est compliqué la récupération du mobilier d'entreprise. Mais en tout cas, en 2 ans, ils ont réalisé déjà quelques beaux projets, dont par exemple l'aménagement d'une résidence d'étudiants à Toulouse avec du mobilier issu de réemploi et de réutilisation.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi je vous ai montré cette vidéo, parce que je trouve qu'elle résume bien en fait leur la cohérence et la multiplicité de leur business model. En fait, c'est ça un peu l'idée, c'est que au départ, il peut y avoir une idée, mais pour la valoriser, il faut arriver à trouver par quel angle on va la structurer. Et donc, ce que je trouve intéressant dans leur approche, c'est qu'il y a une approche sur plusieurs métiers. Par exemple, sur la résidence d'étudiants, leurs clients finaux, enfin leurs usagers finaux, ce sont les étudiants. Mais évidemment, c'est plus compliqué de partir sur ce type de public. Et donc, si on essaye de dessiner leur business model, donc là, j'ai fait une petite tentative assez rapide. Donc leur proposition de valeur, leur offre, c'est vraiment l'aménagement éco-responsable. Donc, c'est ça qu'ils vendent, c'est ça qu'ils mettent en avant. C'est vraiment, c'est leur quoi de tout à l'heure, mais c'est presque leur pourquoi, c'est ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, ce qu'ils vendent, ils vendent certes de l'aménagement et de l'accompagnement sur les projets, mais ils vendent aussi un peu de RSE aux bailleurs et aux entreprises et aux commerces qui utilisent leurs services. Et ce qu'ils vendent aussi, c'est une proposition qui n'est pas forcément monétisée, c'est qu'ils proposent aux bailleurs, là en l'occurrence aux bailleurs qui ont travaillé, ils ont proposé d'accompagner aussi à la co-construction du logement, donc d'impliquer les étudiants en fait dans la sélection des mobiliers et dans la construction de ce qu'ils allaient proposer comme aménagement. Et donc, ça veut dire que derrière, un modèle économique global, en fait, il y a une cohérence qui est liée à ces différents publics et à la façon de faire. Et de l'autre côté, quand je vous parlais tout à l'heure d'architecture de valeur, quand on veut faire ça, ça veut dire qu'il y a un métier très, très important qui est le côté approvisionnement. C'est-à-dire comment je fais pour récupérer tous ces meubles recyclés. Donc, il faut que je me connecte à beaucoup d'acteurs, de ressourceries, de brokers, que je sois à l'écoute de ce qui se passe localement, que je sois capable de réparer s'il y a besoin de réparer, mais ce n'est pas forcément moi qui vais le faire, donc je vais m'appuyer, par exemple, oui, s'appuie sur des ESAT, sur des entreprises adaptées pour réparer ces meubles. Et donc, leur métier, finalement, il y a la gestion de projet, il y a de la sensibilisation et de l'animation. Donc ça fait dans leur modèle de revenus, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette partie animation, sensibilisation et la recherche de financement qui va avec, c'est une partie qui est cruciale pour la réussite. Et donc, ça veut dire que leur métier, ils ont trois métiers. En gros, ils ont un métier de designer, un métier d'animateur et un métier de chef de projet, qui sont des ressources clés qu'ils ont en interne. Je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet, mais mon objectif, là, c'était de donner un exemple d'entreprise qui est partie sur un modèle de ce type-là, donc sur une vision, sur un quoi, et qui, au final, se retrouve à faire quelque part trois métiers. Peut-être qu'ils n'avaient pas imaginé ça au début, mais ils font trois métiers. Et montrer aussi que l'offre, elle peut intéresser les clients ou les usagers, mais qu'au final, ce qui est intéressant, c'est de trouver une façon de la monétiser. Mais c'est surtout cette partie architecture là qui est importante et sur laquelle là on incite beaucoup nous sur les journées avec les entreprises, parce que un projet se mène jamais seul et là en l'occurrence pour ce projet-là, c'est très très important que la mise en relation se fasse et qu'ils sachent faire ça. On aura un petit temps de questions-réponses après sur l'ensemble, donc j'essaie d'avancer parce que je vois que l'heure tourne, je sais plus trop où j'en suis, mais je dois être un peu en retard. Le deuxième échange que je voulais vous proposer, donc c'est un exemple plutôt territorial, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le jardin d'Arvieux. Et là, moi, cet exemple, je l'aime bien. Bon. Pourquoi je l'aime bien? Parce qu'en fait, c'est vraiment un exemple d'écologie, alors je ne peux pas dire industrielle, parce que c'est plutôt écologie territoriale, mais qui est partie quand même d'une activité économique. En fait, c'est l'histoire de deux créateurs d'entreprises qui, à l'époque, avaient 24-25 ans, je crois que c'était en 98. Et en fait, leur idée, c'était de ne pas travailler en ville. Donc, c'était des gens qui étaient dans l'informatique, ils avaient envie de créer une entreprise en informatique. Et puis, ils cherchaient à s'installer plutôt dans l'Aveyron. Ils Aveyronnais, ils cherchaient à s'installer dans l'Aveyron. Et donc, ils ont fait un appel d'offres à l'envers. Ils ont demandé à des communes qui seraient prêts à les accueillir. À condition, pour les accueillir, il fallait forcément développement informatique. Donc, cette entreprise s'appelle l'IT. Il fallait qu'il y ait du réseau performant. Donc, Arvieux leur a dit oui. Et ils ont trouvé là et créé et co-créé avec l'ensemble une sorte d'écosystème hyper intéressant où en fait il s'est développé plein d'activités autour de ça. Alors
Juste petit rappel, c'était en 98, donc c'était il y a 22 ans. Et là, le dernier avatar de ce projet, si on peut dire, c'est la création d'un espace oui, d'un espace qui s'appelle le Jardin d'Arvieux. Alors, je sais pas dire espace de quoi, parce que c'est, vous voyez, il y a un espace de coworking, il y a une salle de spectacle, il y a une médiathèque, il y a des choses comme ça. Alors, c'est pas l'entreprise qui a créé ça. Et quand on parle d'écologie territoriale, c'est l'entreprise est arrivée avec ce projet-là. Et eux, à cet âge-là, à 24 ans, il fallait qu'ils puissent trouver aussi des collègues, des copains. Donc, petit à petit, en fait, il s'est créé une espèce de dynamique comme ça autour de ce projet. Et du coup, moi, ce que je trouve intéressant dans ce type de projet, c'est comment en partant d'une demande finalement de création de quelque chose, on arrive à faire prendre la mayonnaise. C'est ça qui est intéressant. Donc là, on est sur le modèle économique aussi, parce qu'il faut quand même des modèles économiques pour tous les acteurs. Donc derrière, il s'est créé un festival, il s'est créé une ABAP qui s'appelle les Locomotivés, ils ont revitalisé les commerces, ils ont créé un Fab Lab rural. Euh, il y a un projet en cours de racheter un château, donc toujours dans une idée de partenariat avec d'autres personnes, parce qu'ils rachètent un château, il y a, je sais plus combien il y a de travaux, mais c'est un truc énorme, pour faire un espèce de laboratoire d'innovation euh, sociale et territoriale agricole dans ce truc-là, avec d'autres partenaires. Et donc, bon, voilà, c'est juste un exemple pour prendre un peu le contre-courant de l'écologie industrielle avec des boîtes qui mutualisent de l'énergie. Donc là, c'est faire venir des gens dans un territoire. C'est quelque chose d'un peu différent. Et voilà, pour moi, je vais terminer là-dessus pour la partie présentation. Donc, je pense qu'on est un petit peu en retard par rapport à notre timing. Mais Vernige, ce qu'on a développé en fait avec ces deux groupes d'entrepreneurs, c'est comment on arrive à les mettre en action. Donc Sabine, ça va être demain. Ça va continuer en fait. Et du coup, ce que je voulais vous proposer maintenant, c'est justement chacun d'entre vous, donc je ne sais pas trop quels sont les profils de personnes qui sont dans la salle, sauf pour ceux que je connais. Et ben demain, quelles actions vous pouvez mettre en œuvre de votre côté, donc qu'entreprise ou en tant que citoyen simplement. Et donc pour ça, ça va être le petit moment technologique de la soirée. Donc je suis en train de vous envoyer un lien ici. Ah non, alors du coup, j'ai pas envoyé à tout le monde. Sur le chat, Donc, je le renvoie. Je le renvoie sur le chat. Et donc, vous allez aller dans un petit outil avec une question, en fait. Et la question, c'est quelle action concrète pour moi demain, sur mon activité ou en tant que citoyen, je vais pouvoir mener dans ce domaine de l'économie circulaire, relié à mon business model, si j'en ai un, en tant que citoyen. Et donc, normalement, si ça marche bien, s'il y a du réseau, vous devriez arriver. Allô, allô? oui. Oui, question. On peut peut-être expliquer Donc, l'idée, comment ça marche. ouais. Donc, l'idée sur cet outil, c'est que si vous faites un double clic n'importe où, vous allez insérer un post-it. Donc, simplement, sur ce post-it, notez une action concrète. Donc là, on cherche, c'est un peu un de mes messages, c'est ne pas chercher, c'est ce qu'on disait avec Martine tout à l'heure, c'est ne pas chercher à faire tout de suite quelque chose de grandiose. Et quelle action concrète je fais demain ou lundi ou ce week-end. Voilà. Et donc, on va vous laisser 2-3 minutes pour vous approprier l'outil et y aller. S'il y en a qui ont des problèmes pour rejoindre le mur, dites-moi. Et en même temps, je vais peut-être le partager.
Peut-être vous pouvez effectivement mettre votre prénom dans le post-it, comme ça on peut mieux vous identifier. Je vous avoue que c'est une expérience, hein, un test. Vous êtes des cobayes. Je sais pas combien de personnes, il n'y a pas trop de... Est-ce qu'il y en a qui sont perdus dans l'outil? Donc, nous sommes 24. Et donc j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, c'est pas une obligation. Si vous n'avez pas d'idée, c'est pas grave. Mais j'aime bien faire passer les gens à l'action quand même. Et donc, si ça a un lien avec un modèle économique d'entreprise, c'est encore plus intéressant. Excusez-moi, c'est Maya. Je voulais Oui, savoir si, parce que là, moi, je suis sur mon portable, donc j'ai pas la possibilité de. C'est compliqué pour moi d'accord. là d'interagir sur l'outil. Est-ce qu'on aura les liens là qui nous sont donnés dans la conversation? Est-ce qu'on pourra les avoir par mail? Oui, je vais les garder, Maya, je vais les transmettre. D'accord, Ok. je veux bien, ouais, parce que j'ai pas pu. Enfin, comme je suis pas sur mon ordinateur, c'est un peu compliqué pour moi de faire le lien. Merci, D'accord. merci. Ok. Bon, ce qu'on va faire ensuite, je pense que tout le monde a eu à peu près le temps de noter des choses. Peut-être je vais prendre quelques questions qui me plaisent, quelques idées qui me plaisent d'action et qu'on développe un peu. Que la personne explique un peu ce qu'elle va faire. Donc, par exemple, là, j'ai recherché des mobiliers des fournitures de bureaux éco-responsables en circuit court, Raji. Est-ce que vous voulez prendre la parole par rapport à ça? Je vous invite à réouvrir votre micro. Oui, bonsoir. Alors, je vais essayer de... Ouais, je remets la vidéo. Je ne sais pas si on nous voit bien. Voilà. Oui, bonsoir. Donc, tout simplement, donc, moi, je suis à l'initiative d'un espace de coworking à La Réunion, donc, qui est dans l'ouest de La Réunion. Et on s'apprête à ouvrir un nouveau site sur Sainte-Clotilde bientôt, dans quelques semaines. Donc, on démarre les aménagements et le chantier lundi. Et effectivement, la question qui se pose à chaque fois, c'est la question de l'équilibre entre l'investissement et puis, quelque part, le retour sur investissement. Donc, à travers le modèle économique que l'on a, on est aussi tenu et limité dans les ressources que l'on peut s'octroyer pour faire bien. Pour autant, j'entendais tout à l'heure qu'il y avait effectivement parmi d'ailleurs les participants ce soir peut-être des personnes qui œuvrent dans ce domaine-là, de recycler, remettre en usage des mobiliers
ici à La Réunion. Et effectivement, plutôt que d'acheter du neuf importé, puisque par définition, mobilier à La Réunion, il est rarement fabriqué au niveau local. C'est sûr que le recycler du mobilier ancien qui serait déjà présent sur le territoire, en termes de coûts carbone, etc., 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 ce serait évidemment très vertueux. Mhm. Reste la question économique qui a été un petit peu discutée tout à l'heure sur qui peut se payer le prix de ces mobiliers. En tout état de cause, au moins se poser la question et chercher dans le tissu local quels sont les acteurs qui interviennent sur le sujet. Ça me paraît effectivement pertinent et intéressant. D'accord. D'accord. Donc, c'est une action qui peut être mise en œuvre assez rapidement. Par contre, pour l'instant, vous n'avez pas trop de Ce qui manque un solutions. peu, c'est le référencement, je pense, de ce type d'acteurs. C'est vrai que sur l'économie sociale, sur l'économie circulaire, dans les grandes généralités, on va dire que la plupart des gens qui s'intéressent à ces questions peuvent le résumer, mais finalement, les acteurs, je pense qu'il y a quelque chose qui serait pertinent de faire, peut-être d'ailleurs à l'adresse de Nexa ou d'autres acteurs de cette envergure, de faire connaître, de valoriser ceux qui œuvrent dans ce domaine-là pour les mettre en réseau plus facilement avec des porteurs de projets qui pourraient être de bonne volonté. Je disais, il y a le prix qui est un facteur limitant, il y a le temps qui est un facteur limitant. Et c'est sûr que quand on est une toute petite entreprise, c'est difficile de passer du temps aussi dans les externalités quand on n'a déjà pas beaucoup de temps dans déjà Oui, oui, oui. créer. C'est toujours un compromis. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de pas forcément de se poser cette question, mais d'aller vers les choses qui nous tiennent le plus à cœur. Quand on est petit, on peut faire des choses et peut-être qu'il y a des priorités. Et vous, pour votre espace, peut-être le mobilier, c'est un cœur, c'est quelque chose qui représente vraiment votre espace. Donc, c'est intéressant de chercher. Alors, peut-être dans l'assemblée, il y a des gens qui pourraient vous aider sur ce sujet. Et Ah, voilà, peut-être. oui, après, effectivement, nous, on est en lien avec un certain nombre d'acteurs. Il nous est arrivé effectivement de faire des catalogues, des annuaires des acteurs de la recherche et développement et de l'innovation, par exemple. C'est un document qui est très complet. Ça peut être une idée, effectivement, de l'envisager sous l'angle éco-circulaire. Ce qu'on a déjà engagé de notre côté, c'est de faire un petit catalogue d'exemples de projets locaux engagés en économie circulaire. Et c'est une action qui est encore en cours. Mais j'entends ce besoin de listing d'acteurs aussi qui pourraient être complémentaires. Donc, merci de la proposition. Et si vous avez des besoins précis, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur contact@nexa.re et on pourra effectivement, avec nos connaissances et nos relais, sûrement trouver quelques réponses à vos besoins. D'accord, très bien. Ok, merci. Je ne sais pas si on a le temps de prendre quelqu'un d'autre. Véronique, tu me dis. Je ne t'entends pas. Oui, peut-être une intervention. Dernière et puis on question, passe peut-être. au Oui. message clé. Donc, Isabelle, par exemple, acheter le service plutôt que le produit, concrètement, c'est quelle action? C'est voilà, développez un peu, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui. Oui, alors c'est vraiment en tant que citoyenne, parce que moi je suis enseignante et c'est Oui. vraiment en tant que citoyenne de plus en plus, je dis à mon mari, mais on peut pas le louer ça, cet outil, voilà, parce que effectivement on se retrouve souvent avec plein d'outils, d'appareils à la maison qu'on utilise une fois de temps en temps. Donc c'est vraiment aller vers ce type de consommation. D'accord. Très bien. C'était court, mais intéressant. Merci. Je reprends juste la... J'essaie de me dépatouiller de mes écrans pour l'instant.
Donc juste un petit, en guise de conclusion, c'était quelques petits messages clés. Je ne sais pas trop ce que je suis en train de partager. Attendez 2 secondes. Donc, juste quelques petits messages. Donc un peu sous forme de conclusion. Donc c'était juste vous dire que c'est une tendance. Hein, tout le monde le dit. Il y a je sais plus qui est le prénom de la personne qui a dit qu'il y avait quand même beaucoup de consommateurs qui sont dans cette tendance. Donc c'est vraiment une tendance. Et donc, c'est une opportunité aussi pour beaucoup d'acteurs. Et moi, ce que j'ai envie de passer comme message, c'est toujours un peu cette idée que c'est pas uniquement réservé aux collectivités ou aux grosses structures. On peut chacun faire à son échelle quelque chose. Et que, en plus, ça peut être rentable si on est une entreprise. C'est-à-dire que ça peut avoir un intérêt non seulement en termes de vision, mais aussi en termes de business, tout simplement. Et la modélisation du business model, donc le fait de poser ce business model et de le modéliser, donc avec l'outil que j'ai présenté, mais ça peut être avec d'autres choses, je sais qu'il y a plein d'autres choses qui existent. Ça peut être une façon de faire et de parler aussi de comment on pourrait faire bouger un peu ce qu'on est en train de proposer. Et donc du coup, le dernier message, c'est vraiment viser plutôt quelques petits pas concrets et rapides plutôt qu'un grand projet d'ensemble. Et ça rejoint vraiment la question de l'approche entrepreneuriale où parfois on attend des institutions ou des personnes des organisations qu'elles fassent quelque chose et on a la solution à 2 pas de chez soi, quoi. Et effectivement, après, il y a la question de comment on se met en relation. Et bien ça, c'est petit à petit, ça se fait, quoi. En tout cas, c'est le message sur l'économie circulaire et business model, c'est il vaut mieux faire quelque chose de petit mais qui est efficace rapidement plutôt que de viser un projet directement qui soit dans l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'il y a toujours des endroits où, que ce soit en tant qu'entreprise ou en tant que citoyen, il y a toujours des endroits où on fait des compromis. On n'est pas irréprochable tout le temps. Et si on commence à raisonner comme ça, on n'est pas dans la dynamique, en fait. On est en train juste de se flageller, ce qui n'est pas très constructif. Voilà, et bien c'est tout pour moi. Donc, merci à vous tous. Ben, merci à tous. Je ne sais pas si tu veux d'avoir conclure. participé Je sais pas, à Véronique. cette conférence. Ben, écoutez, merci à tous. Voilà, nous on va clôturer notre semaine de l'innovation demain avec un dernier groupe d'entrepreneurs qui vont justement s'axer sur la mise en action concrète suite à toutes les idées qui ont été émises. Donc on est contente en tout cas d'avoir pu transférer ces messages-là au plus grand nombre à travers cette conférence. Merci beaucoup.